Depuis vendredi à minuit, Emmanuel Macron a officiellement entamé son second quinquennat à la tête de la France, mais sans nouvelle équipe encore. À 4 semaines du premier tour des élections législatives, recherche Première ministre désespérément. Un dimanche en campagne, c'est notre grand angle politique avec vous ce soir, Guillaume Darey. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter au service politique de France Télévisions. Et avec vous également, Eva Morletto. Bonsoir, journaliste indépendante italienne installée à Paris. Bonsoir à vous deux. Quelle est la séquence forte de cette semaine pour vous, Eva ? Sans doute le fait que Macron démarre ce nouveau quinquennat en se présentant avec des défauts qu'il avait déjà dans le premier, c'est-à-dire une sorte de figure jupitérienne qui repointe les nez sous différentes attitudes développées. Guillaume ? Moi, c'est l'image de Jean Castex qui descend les marches de l'Élysée mercredi pour le Conseil des ministres, qui est normalement censé être son dernier. Il pensait remettre sa démission au président de la République le lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron. Ça fait 3 semaines, jour pour jour, qu'Emmanuel Macron aurait été réélu. Et Jean Castex est toujours là. Plus que pour quelques heures, normalement. Voilà, normalement. On va y revenir dans un instant. Une semaine en campagne. D'abord, le résumé est signé Mévalo. Bonjour Monsieur Castex, comment ça va ? Le Premier ministre Castex participait à son dernier Conseil des ministres cette semaine. Le président lui cherche un remplaçant, ou plutôt une remplaçante, paraît-il. 3 favorites seraient en lice pour un poste plus que jamais convoité par l'opposition de gauche. Et une fois que l'élection a eu lieu, tout le monde sait qui va être le chef du gouvernement. C'est le premier de la liste de l'équipe qui arrive en tête. Selon un sondage publié mercredi, la gauche unie dans la NUPES ferait la course en tête pour le premier tour des législatives, devant ceux de la majorité et du Rassemblement national. Alors le numéro 3 de la présidentielle y croit et confie sa circonscription marseillaise à son directeur de campagne. Peut-être une page qui se tourne pour en ouvrir une nouvelle. La gauche radicale à la tête d'un gouvernement, forcément, ça fait grincer des dents. Je pense que la logique des institutions veut que le président de la République ait une majorité. Tous ceux qui racontent autre chose racontent des fables. Pour Marine Le Pen, c'est elle que les Français ont choisie comme première opposante. Il y a 5 ans, alors qu'elle s'était aussi qualifiée pour le second tour de la présidentielle avec près de 34% des voix, seuls 8 candidats de ce qui s'appelait encore le Front National étaient élus députés. C'est donc qu'il y a une législative, on l'oublierait presque. On revient quand même à cette histoire de Premier ministre. Vous nous dites quelques heures. Est-ce qu'on a une certitude que demain, la France aura un nouveau Premier ministre ? Alors, un nouveau Premier ministre demain, je ne vous dirai pas que c'est certain. En revanche, il est assez probable que demain, dans la journée, Jean Castex remette sa démission à Emmanuel Macron. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Jean Castex en fin de semaine dernière. On sent qu'effectivement, lui, il avait plutôt prévu de partir plus tôt. Ce qui est certain, c'est qu'il ne souhaite pas être du nouveau casting gouvernemental. On évoquait le fait qu'il puisse être peut-être au ministère de la Justice, au ministère des Affaires étrangères. Il le dit très clairement, il pense que cette élection présidentielle, elle a marqué un nouveau temps et que donc il faut une nouvelle équipe. Et ces équipes, effectivement, elles expliquent que si le président a été reconduit, que si la majorité, c'est ce qu'ils espèrent en tout cas, est reconduite d'ici quelques semaines et qu'en plus on ne changeait pas le Premier ministre, ça donnerait le sentiment de ne pas avoir entendu le message de la présidentielle. Mais quand même, pourquoi ça prend autant de temps, 3 semaines ? Alors, ça peut être essentiellement stratégique. Alors, il peut y avoir 2 stratégies. Une, c'est simplement celle de l'attente. Parce que parallèlement à la formation du gouvernement, il y a aussi, de l'autre côté, la formation et l'organisation de la nouvelle, de la NUPES. Donc, du coup, on a une gauche qui se rassemble, qui fait des mécontentements. Et je pense que Emmanuel Macron est aussi intéressé à récupérer certains éléments plus libérales qui font partie de la gauche, qui n'est pas contente ou qui adhère pas complètement. On a vu beaucoup de critiques. On a vu la critique de l'ex-président Hollande. On a vu les nouveaux frondeurs comme Stéphane Le Foll. On a vu une certaine gauche plus universaliste qui ne se reconnaît pas dans certaines valeurs de Mélenchon, qui interprète d'une manière négative. Et donc, du coup, peut-être que Emmanuel Macron attend d'avoir certains éléments qui lui tombent dans les bras. Et après, il y a aussi l'effet surprise. Donc, le faire un gouvernement au dernier moment pour empêcher aussi le développement des critiques. Ça, c'est une autre stratégie. Et que les ministres peut-être disent trop de bêtises avant les législatives, exactement. éventuellement. C'est tout à fait Vous en dites quoi ? Et j'ajouterais à cela qu'en plus, ce qu'on voit, c'est qu'il est surtout le directeur de campagne numéro 1 de son parti pour ces élections législatives. Emmanuel Macron, il se dit, j'ai un gouvernement qui tient la route, un Premier ministre qui tient la route, on n'est pas à 3 semaines près. En revanche, je vais regarder une par une les investitures de La République En Marche, devenue Renaissance, et de l'ensemble, justement, de ses partenaires, puisqu'il y a aussi les partenaires d'Horizon et du Modem,
Parce que la conviction d'Emmanuel Macron, c'est il le sait que ce second mandat, il va être compliqué à mener, parce que, comme on le dit, il ne pourra pas se représenter, et que très rapidement, il y a des potentiels successeurs qui vont commencer à se lancer dans cette conquête pour la prochaine élection présidentielle. Donc il faut qu'il ait une majorité qui soit fidèle politiquement et qui soit fidèle idéologiquement. Parce qu'on a vu dans le précédent mandat qu'il y a une partie du groupe de La République En Marche qui était probablement plus à gauche que le gouvernement et qui était franchement pas contente de certains textes. Alors, pour le poste de Premier ministre, le président semble chercher un mouton à 5 pattes, des critères précis sur le champ d'action, notamment l'écologie, tout en incarnant un renouveau, idéalement par une femme. 74% des Français y sont d'ailleurs favorables. Édith Cresson, que vous voyez là, souhaite d'ailleurs bon courage à sa successeur dans la presse dominicale. Est-ce qu'il galère ou il a quelqu'un en tête ? Il a probablement déjà plusieurs noms en tête. Après, il est aussi possible qu'il ait essuyé quelques refus. On a vu, notamment, on a parlé de Valérie Rabault qui pouvait représenter comme députée socialiste, sauf qu'il y a certaines choses sur lesquelles elle n'était pas d'accord. Par exemple, cette fameuse réforme de la retraite à 65 ans sur lesquelles elle ne se reconnaissait pas. Donc, c'est possible qu'il y a déjà tout un lot de personnes qui sont voilà, dans la vision de Macron. Mais l'attente, voilà, c'est le résultat un peu d'un constat plus stratégique. Dans les noms qui fuitent, Audrey Azoulay, Marisol Touraine, Elisabeth Borne, Anne de Bessers, toutes sont plutôt de sensibilité de gauche. Est-ce que ça donne une indication ? Oui, sauf que le dernier nom qui revient, c'est Catherine Vautrin, qui, elle, vient de la droite. Ce qui est sûr, c'est que si le critère premier semble d'être une femme, après, c'est des messages politiques différents qui seront envoyés. Si c'est Marisol Touraine, clairement, elle est identifiée par les Français comme une ministre socialiste du gouvernement de la présidence de François Hollande. Si à l'inverse, vous choisissez Catherine Vautrin, on est sur un profil d'élu local de droite, qui a eu une expérience gouvernementale, puisqu'elle a été 2 fois secrétaire d'État, puis ministre du gouvernement sous le second quinquennat de Jacques Chirac, vice-présidente de l'Assemblée. Vous n'envoyez pas le même message. Le pari d'Emmanuel Macron, on verra en fonction du Premier ministre qui va choisir. S'il nomme quelqu'un de gauche, c'est effectivement pour essayer d'aller marcher sur les plates-bandes de la NUPES. À l'inverse, il peut se dire, finalement, face à ce bloc de gauche uni, essayons de jouer un vote utile, y compris venant de la droite, en nommant quelqu'un de droite. Oui, parce que donc, ça sera une femme ou au final, ça sera un homme. Et est-ce que ce serait Jean-Luc Mélenchon ? À un mois du premier tour, l'Alliance de gauche fait la course en tête. Selon un récent sondage, la NUPES obtiendrait 28% des suffrages au premier tour, contre 27% pour le camp d'Emmanuel Macron. Bon, c'est serré, c'est un sondage, il reste un mois. Mais est-ce que ça confirme cette dynamique de la gauche ? Alors, certainement. En fait, là, Mélenchon, d'ailleurs, il a fait un grand pari. C'est-à-dire, il a renoncé, par exemple, à être député dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille. Il a confié à une de ses proches la tâche. Et donc, il risque quand même de tout perdre, enfin, il vise tout sur ce futur rôle de Premier ministre. Ça, c'est déjà un premier enjeu. Après, il faut voir si, au sein de sa coalition, on arrive à avoir voilà, un discours cohérent. On sait qu'il y a, par exemple, 2 arguments qui sont, un, le nucléaire. Par exemple, on a un Fabien Roussel qui est pro-nucléaire et une Mélenchon avec Yannick Jadot qui ne le sont pas. On a un discours surtout sur l'Europe. Et en ce moment, vu le contexte de géopolitique internationale, c'est très important le fait que cette union soit cohérente sur la position vis-à-vis de l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a une Mélenchon on a Yannick Jadot qui critique cette vision d'Europe à la carte, et on a une Mélenchon qui critique par contre voilà, les pactes de stabilité, de croissance, etc. C'est fluide en fait. C'est absolument pas fluide, et il faut absolument avoir un discours unitaire, surtout que vis-à-vis de ce qui s'y passe en Ukraine, si on n'a pas un accord européen, si on n'a pas une Union européenne, comme ça a été le cas heureusement vers la fin du mandat de Macron, ça sera très compliqué d'avancer. Jean-Luc Mélenchon qui renonce à se présenter, ça veut dire qu'il ne sera pas, quoi qu'il arrive, à l'Assemblée nationale. Il perd une tribune de choix aussi. Quelle est sa stratégie ? Il perd une tribune de choix. Lui estime que sa légitimité électorale, elle vient de l'élection présidentielle et du nombre de voix qu'il a recueillies à ce moment-là. Je crois qu'il s'est fâché avec pas mal de monde à Marseille, donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Ce qu'il faut souligner, il n'adorait pas son rôle en plus, il ne s'en cache pas. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un coup de génie quand même sur la communication, de dire « élisez-moi Premier ministre ». On a vu que ça a été contesté en disant « ah mais c'est pas la Constitution, on n'élit pas le Premier ministre ». Là, c'est de la politique qu'il fait. C'est plutôt un message qui est assez malin de sa part. Et ensuite, on sent qu'il y a quand même une volonté des électeurs de gauche, y compris ceux qui ne viennent pas de la France insoumise, finalement de voter pour un mouvement de rassemblement de la gauche. Ils ne sont pas forcément d'accord avec la France insoumise, mais ils disent il faut un grand groupe à l'Assemblée nationale qui ne sera peut-être pas majoritaire, mais qui puisse peser face à Emmanuel Macron pour reconstruire la gauche de demain. Et c'est ce qui fait pour l'instant le succès
de ce mouvement. Il faut savoir, pour l'instant, la France Insoumise, c'est 17 députés à l'Assemblée nationale. Selon les projections, il pourrait y en avoir entre 70, 80, 90. Ce serait déjà énorme pour l'ensemble de ce l'Assemblée. À l'autre bout de l'hémicycle, il y a l'extrême droite avec Marine Le Pen. C'est la troisième force politique, le Rassemblement national. Est-ce que Marine Le Pen, c'est ce qu'elle répète, hein, je suis la principale opposante à Emmanuel Macron, est-ce qu'elle l'est vraiment toujours? En fait, il faut distinguer le discours présidentiel du discours législatif. En fait, c'est pas la même démarche non plus, même pour les électeurs. On voit qu'en 2017, il y a eu un taux d'abstention énorme vis-à-vis de ce scrutin législatif. On voit aussi que le vote à Marine Le Pen, je veux bien que c'était la défiante, mais c'était aussi essentiellement pour beaucoup d'électeurs un vote contre le gouvernement et pas pour la candidate. Je pense qu'un bon thermomètre, on a vu 5 mondes, ça peut être les situations du dom-tom, où on a vu au premier tour en fait un vote massif pour Mélenchon et au deuxième tour un vote massif pour Marine Le Pen, ce qui signifie que c'était pas un vote pour le candidat mais contre le gouvernement en place. Donc tout est relatif. Donc on a déjà ça et après on a encore cet intervalle qui est assez long entre la présidentielle et les législatives qui est un peu inédit tout ça et les cartes peuvent encore se remettre en jeu très facilement. Sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale, cette semaine, le président du Sénat, Gérard Larcher, disait que le taux de 20% des députés élus à la proportionnelle lui semble maintenant le plus approprié. Qu'est-ce que ça changerait? Expliquez-nous. Ça changerait une représentativité un peu plus forte. Évidemment. Et ça favoriserait qui? En fait, c'est ça ma question. L'idée, c'est quand même qu'il on le dit à chaque fois, mais c'est vrai que si Marine Le Pen, qui a fait 42% au second tour de l'élection présidentielle, se retrouve avec 8 ou 10 élus de son mouvement au sein de l'Assemblée nationale, il y a quand même un problème démocratique là-dessus. Alors certes, c'est le mode de scrutin qui existe, c'est le mode de scrutin majoritaire. Vous me direz, elle n'a qu'à faire des accords avec d'autres partis. Mais il y a quand même un problème démocratique. Et c'est une part de ce ras-le-bol démocratique qu'on a entendu dans notre pays. Cette part de 20%, c'est plus là-dessus qu'Emmanuel Macron veut aller. Parce que rappelez-vous, pendant la campagne, il a quand même dit que lui, il était favorable à une proportionnelle intégrale sur l'ensemble de l'Assemblée nationale. Là, ça changerait absolument tout. Est-ce qu'il le fera? Il a parlé d'une commission interpartisane qui réfléchirait aux institutions. Rappelez-vous, il avait promis déjà de faire la proportionnelle pendant le premier mandat. Elle n'est jamais venue. Parce que là, donc on a une tripartition, ce sera un mot rapide pour conclure, une tripartition de l'espace politique, un taux d'abstention fort. Quoi qu'il arrive, il va falloir les rénover, les revoir, ces institutions. Donc rentrer dans la 6e République. Ou pas? Oui. Je vous pose la question. Un mot rapide. En fait, je pense que l'idée de rentrer dans une 6e République et de réfléchir, ça peut être une bonne idée dans une idée de renouveau et peut-être d'un détachement aussi d'une politique classique et traditionnelle qui a fait ce désamour des citoyens vers Les deux outils que veut essayer effectivement d'utiliser Emmanuel Macron pour rénover cela, c'est la proportionnelle effectivement intégrale à l'Assemblée nationale et peut-être l'idée de disjoindre, vous savez, désormais les élections législatives de l'élection présidentielle pour faire peut-être des élections de mi-mandat qui permettraient une respiration démocratique. Et vaste chantier. Merci beaucoup Eva Morletto, merci beaucoup Guillaume Darret d'être venu dans 64 minutes. À très bientôt. Merci.